Vous vous demandiez comment se passait la vie lors de la Rome antique. Eh bien, allons-y. Me voilà en plein milieu de l'Empire romain, et pour passer inaperçu, je dois m'habiller en tant que citoyen. Les vêtements. Le vêtement de base est pour les hommes, la tunique. Elle a la même coupe que celle des femmes, mais elle est un peu moins large et plus courte. Elle s'arrête au mollet. À la maison ou à la campagne, l'homme ne porte que la tunique sur un subligaculum, une sorte de pagne. Il y a deux tuniques spéciales. Le laticlave, portant deux bandes pourpres verticales larges pour les sénateurs et étroites pour les chevaliers, ou la tunique brodée, qui elle est portée exceptionnellement. Les gens humbles sortent en tunique, et c'est souvent un vêtement de travail. Selon la saison, on peut porter deux tuniques ou plus superposées. Quand il sort, le Romain porte la toge. Ce vêtement vient des Étrusques et symbolise la dignité du citoyen. C'est une pièce en laine, d'abord rectangulaire, puis semi-circulaire, allant parfois jusqu'à 6 mètres de diamètre. Le drapé avec élégance représente une opération longue et délicate nécessitant une aide. L'habitat. Les maisons sont rectangulaires et pour abriter toute la famille, forment un enclos autour d'une cour centrale et donnent sur un jardin, appelé hortus. Au bout de la maison, nous pouvons trouver le dablinum, ou le bureau, que le père de famille occupait avec les autels. Ceci était souvent dans une niche fermée à 2 volets. Ces maisons sont connues sous le nom de villa. À Rome, vu la rareté des terrains, la cour centrale se réduit à l'atrium. Puis les habitations se répartissent entre insulae, immeubles locatifs, pour les plus pauvres, et en domus, donc ce sont les maisons individuelles, qui se déclinent dans la villa suburbaine jusqu'aux palais les plus riches de l'empereur. Et l'odeur qui s'échappe des cuisines de ces villas m'ouvre l'appétit. La nourriture. Les Romains mangeaient dans une salle que l'on appelait le triclinium. Ils étaient allongés sur des banquettes, et ces pièces étaient souvent très bien décorées. Sous l'Empire, les Romains les plus riches commencent à manger du poisson et du sanglier. Celui-ci connaît un grand succès. Enfin, il est rapporté aussi que les Romains dégustent les produits de la chasse, faisan, perdrix, bécasse ou du foie gras, qui semble être une invention romaine. C'est à cette époque qu'apparaissent les premiers grands crus de l'Europe occidentale. Pour la première fois, des textes rédigés par des auteurs contemporains permettent aux historiens de savoir que ces vins sont dégustés et appréciés dès l'époque romaine. Les Romains vont renouer avec le luxe, le superflu et les épices du riche banquet étrusque. Ils vont aussi développer les techniques de conservation des aliments. Les recettes d'Abicius, qui est un grand gastronome romain, indiquent le raffinement de Rome. Mais si les riches romains se nourrissaient de plats fins et nombreux, la plupart des gens ne pouvaient manger que du pain, de la bouillie de blé ou de haricots. Droits et devoirs. La citoyenneté romaine s'acquiert par naissance, si on est l'enfant d'un citoyen romain ou d'un affranchi romain. La citoyenneté peut également s'acquérir par naturalisation d'un homme libre. On parle alors de concession véritane, c'est-à-dire à titre personnel. Dans ce cas, le nouveau citoyen prend le nom de famille du magistrat qui l'a fait citoyen et en est inscrit dans sa tribu. Et en parlant de nom, il m'en faut un. Le nom romain se particularise par l'usage de 3 noms. Le tria nomina. Vers la fin de la République romaine, le nom complet d'un citoyen romain se compose d'un prénom, d'un nom, suivi d'un surnom. Le praenomen, notre prénom, est l'appellation individualisée du citoyen. Il s'abrège dans les textes s'il est suivi d'une nomen. Un prénomen peut faire écho à une particularité de la naissance. Par exemple, celui qui est né à l'aube provient le nom Luxis ou Lucis, la lumière. Le nombre de praenomia est limité, on n'en recense que 18 au 1er siècle. L'usage dans les familles praticiennes d'attribuer systématiquement le prénomen du père à ses fils lui fait perdre son caractère individuel à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, et rend nécessaire l'emploi du nomen et du conomen. Le nomen, qui se termine généralement par un us ou ius, est également héréditaire et constitue le nom de famille. Le conomen ou le surnom est tout d'abord personnel et employé à l'origine par quelques familles patriciennes. En principe individuel, il devient vite héréditaire et finit par distinguer une branche de la famille. Cicéron est un surnom de Cicero qui vient de Cicère, qui veut dire pois chiche, car un membre de sa famille aurait une verrue de la taille d'un pois chiche, et cela serait resté. On pouvait changer de conomen au cours de sa vie. Un général vainqueur recevait un nom supplémentaire tiré de sa victoire. Ainsi, Scipio l'Africain est vainqueur des Carthaginois, et sa victoire a eu lieu en Afrique, et a donc hérité d'un nouveau conomen. Et il est important d'avoir un nom, car déjà à l'époque romaine, il était obligatoire de se faire recenser, et cela s'appliquait à tous les citoyens sous peine de perdre la citoyenneté. Le recensement s'accompagne du rattachement du citoyen à une tribu urbaine ou rustique. Ainsi, la fortune du citoyen est évaluée et détermine son rang dans la société et sa classe. Cela a une importance pour les opérations d'incorporation militaire et pour le processus de vote. En effet, chaque citoyen romain est obligé de servir dans la légion romaine et de percevoir une solde. Et me voilà donc obligé de devenir légionnaire. La légion.
Sous le principat d'Auguste, chaque citoyen était censé accomplir un certain nombre de campagnes. Auguste fixa le nombre d'années de service à 12 ans dans les cohortes prétoriennes et à 16 ans dans les légions. Surtout, il réglementa les processus de démobilisation en prévoyant une prime de retraite pour les soldats qui avaient achevé leur temps de service. Désormais, le terme de vétéran correspondait à un statut bien défini. Il s'agissait du soldat démobilisé détenteur d'un certain nombre de droits et de privilèges. Et ce n'est pas tout, mais je dois m'équiper surtout avec ce qui m'attend. Et il n'y a pas de notion d'uniforme dans l'armée romaine. Cependant, les légionnaires portaient souvent les mêmes types de pièces d'équipement. Durant le Haut Empire, le casque est souvent de type impérial gaulois, impérial itanique ou Weisseno, en fer ou en bronze. Ces casques ont la particularité de posséder de grands couvre-nuques. En effet, la majorité des coups partent vers la nuque, et des couvre-joues rehaussés sur l'arrière pour parer les coups visant la jugulaire. Les oreilles, la bouche et les yeux sont bien dégagés. Le soldat peut boire et manger sans enlever ce casque et dispose d'une bonne vision périphérique et entend bien les ordres, ce qui est très important. L'armure la plus répandue est la cotte de maille, composée d'anneaux plats riftés, mais on trouve aussi des lorica quamanta, une sorte d'armure à écailles, et la lorica segmentana, qui est une armure à cuirasse segmentée. Souvent, une ceinture de force servait à maintenir les reins qui devaient supporter une lourde charge. Un bouclier en forme de tuile, le scutum, est composé de 3 épaisseurs de bois lamelé collé et recouvert d'une couche de lin. Servait à protéger le soldat et à faire des formations en ligne. Pour combattre, le soldat avait également un javelot lourd et d'un glaive, qui pouvait faire 70 cm de long. La lame en elle-même ne dépassait pas les 50 cm de long et elle était assez fine. En effet, le légionnaire donne des coups d'estoc et pas de taille. Il cherche à piquer l'adversaire d'une longueur de plus ou moins 4 doigts pour lui provoquer des blessures mortelles. Et tout ceci était très bien utile, parce que durant le règne d'Auguste, il y a eu pas mal de campagnes militaires. Et me voilà embarqué dans une campagne en Espagne. Arrivé en Tarraco en la fin des années 27 avant Jésus-Christ, Auguste inaugure sa 8e année de consulat. Il prend la tête des opérations militaires dans la campagne contre les Cantabres. Le front est très attendu. Une bonne partie du nord-ouest de l'Espagne est concernée, ce qui oblige Auguste à diviser son armée en plusieurs colonnes. Et la campagne ne se déroule pas comme prévu. Les Romains doivent faire face à un ennemi difficile à cerner qui met en place une tactique de guérilla. Le fait de ne pas pouvoir engager des batailles sur le terrain prive Auguste d'une victoire rapide contre les montagnards, Cantabres. Après des sièges victorieux dans les montagnes, durant cette campagne militaire, l'armée d'Auguste finit par l'emporter l'année suivante, en 26 avant Jésus-Christ. Et l'empereur fonde une nouvelle ville en Espagne afin d'y installer ses vétérans. Cette nouvelle ville s'appelle Colonia Julia Augusta Emerita. Et durant cette période, j'ai appris quelques informations sur le combat romain. Après s'être positionné en ligne, les légionnaires avançaient. À une distance de 30 mètres des ennemis, ils lancent leur pilum. Ceci pouvait effectivement provoquer des blessures et la mort parmi les rangs ennemis, mais ce n'était pas leur but principal. Leur rôle était de se planter dans les boucliers pour les rendre inutilisables du fait de leur encombrement. Il est difficile de soulever un bouclier avec une lance piquée dedans. Et en plus de ça, ils étaient conçus pour être cassés après un premier jet, ce qui empêchait l'ennemi de le relancer vers les rangs romains. Une fois avoir lancé leur arme de jet, les soldats dégainaient leurs glaives et engageaient le combat. Ils poussaient et se protégeaient avec leurs boucliers, et grâce à une discipline de fer, les Romains l'emportaient souvent. Lors de leurs 5 dernières années de service, les légionnaires étaient généralement affectés à des tâches plus légères. Après leur retraite, les légionnaires romains recevaient une parcelle de terrain ou une compensation financière équivalente, et devenaient souvent des membres imminents de la société. La politique. Grâce à une belle carrière militaire, il n'était pas rare qu'un légionnaire devienne politicien et rejoigne le Sénat romain. Le Sénat de l'Empire romain est une assemblée composée de représentants de grandes familles de rang sénatorial, qui jouent un rôle religieux, législatif, voire de politique extérieure important. Lorsque la République romaine est devenue un empire, l'empereur domine le Sénat et l'assemblée perd une grande partie de son pouvoir, et donc de son prestige. Les sénateurs peuvent discuter d'affaires étrangères ou demander que certaines mesures soient prises par l'État. Les sénateurs des plus hauts rangs parlaient avant ceux de bas rang. L'empereur cependant peut parler quand il le souhaite. La plupart des réunions du Sénat sont présidées par l'empereur d'ailleurs, qui s'assoit généralement entre 2 consuls. Le Sénat romain se réunit habituellement au calende, c'est-à-dire les premiers jours du mois, et ensuite aux ides, les 13e ou 15e jours du mois. Une réunion spéciale peut intervenir à n'importe quel moment. La plupart des dépenses qui sont soumises au Sénat sont présentées par l'empereur, qui nomme généralement un comité pour les rédiger. En plus, chaque empereur choisit un questeur pour le rôle d'ap ictis senatus. Ce dernier compile les procédures du Sénat dans un document appelé Acta Senatum. Les extraits choisis de ce document sont publiés dans l'Acta Diurna et distribués au public. Certains sénateurs pourront même devenir des empereurs, mais je leur laisse la place. Sur les 69 empereurs de l'Empire romain occidental, seuls 24,8% sont morts de cause naturelle, 40% ont été assassinés, et les autres se sont suicidés ou ont été mortellement blessés sur un champ de bataille. Les chats.
Il va bientôt être temps de retourner à notre époque, mais que serait cette chaîne sans parler des chats? La Rome antique assimila les chats en tant qu'animal de compagnie et comme chasseur de rats. Seules les riches familles romaines possèdent un chat au départ, mais le félin étant un animal prolifique, tous les Romains purent à peu près en avoir un. Le petit félin était particulièrement apprécié des soldats romains, qui l'emmenaient avec eux pendant les campagnes. Ces derniers laissèrent cependant quelques-uns de leurs chats en route, ce qui aida à la propagation de l'animal dans toute la Rome antique. Dans les îles britanniques, ce sont cependant les marchands phéniciens qui l'introduisirent. En effet, le chat était échangé contre des laitins des mines de Cornouailles. Le félin possédait même sa propre déesse, Bastet. Et le chat est désigné comme protecteur des greniers à grains et apprécié pour sa beauté, son amitié et son indépendance, comme l'attestent les fresques et les mosaïques qui le montrent comme un symbole de liberté. Nous voilà de retour, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez visiter une autre période, par exemple le Moyen-Âge ou l'époque contemporaine, ou n'importe quelle autre période, impressionnez-moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Pendant la semaine, je fais des shorts et une fois par mois, j'essaie de vous sortir une vidéo un peu plus longue. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!